bonjour à vous. Je vous en prie. Donc on est là pour vous parler du Robotic Process Automation. C'est les 3 lettres du RPA, ce que ça signifie, et voir de quelle manière ça peut être au service des métiers de l'actuariat et de la qualité des données en général. Donc qui sommes-nous? Benoît, je te laisse la parole. Alors, Benoît Grolafay, je suis ingénieur et comme j'ai aimé gérer les risques sur des projets industriels et financiers, j'ai voulu continuer, donc je suis devenu actuaire certifié et j'ai fait développer de la RPA, notamment pour Stellantis, dans la partie industrielle et assurantielle. Voilà. Mathilde. Bonjour, moi je suis Mathilde Régnier-Duloup, je suis ingénieure également et donc je travaille au cabinet ASN Consulting. Et moi aussi je suis ingénieur et donc nous on a un cabinet de conseil en stratégie et transformation. On a mené plusieurs projets de RPA, notamment dans le secteur de l'assurance et dans le secteur de l'intérim aussi. Alors, est-ce que de votre côté vous avez des attentes particulières, des questions relativement à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a fait venir là? Est-ce qu'il y a des sujets, des questions que vous vous posez et que vous aimeriez voir traitées? Oui, ok, ça vous allez voir. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres attentes? Non, moi pareil, je fais plusieurs RPA et du coup sur la qualité de données, pas tant que ça m'intéresse de vous écouter. Ok. Est-ce qu'à votre avis, on peut attendre plus de monde que ça ou on est quasiment au complet là? Comme le créneau a été déplacé. Oui. D'accord. Bon, bah écoutez, on va embrayer. Alors, les parties qu'on souhaite aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, ensuite des exemples sur des cas qu'on a traités, et puis une perspective sur ce que devient le marché, ou en tout cas ce qu'on pense que peut devenir le marché. Ce qu'on vous propose, c'est que cette présentation soit interactive, c'est-à-dire que dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre pour qu'on puisse répondre à vos questions à chaud et vous apporter le maximum d'éléments. Donc le RPA, il y a un de mes collègues qui dit c'est quand même dommage d'embaucher des bacs +5 pour faire CTRL-C, CTRL-V. Et donc le RPA, si on doit le résumer à l'extrême, ça sert beaucoup à ça, c'est-à-dire faire des tâches que font des êtres humains de manière très répétitive et prédictive. Donc pourquoi faire derrière, hein, donc identifier, classer des documents. Le cas d'école, c'est je reçois une facture, il faut que je la mette dans un répertoire donné. À l'extrême, extraire certaines données de cette facture, mais très souvent c'est juste la classer pour qu'un autre processus dans l'entreprise vienne la prendre à cet endroit et la traiter. Archiver des données, distribuer des documents, justement, tel document, il faut l'envoyer à la comptabilité, tel document, il faut l'envoyer à telle entité de la comptabilité analytique pour calculer les coûts. Ça sert, et on va le voir très souvent aussi à ça, développer une interface entre deux systèmes d'information, une interface industrialisée, ça coûte entre 10 et 20 000 euros. Et parfois, on se pose la question de développer une telle interface et donc intégrer des systèmes d'information entre eux avec du RPA est parfois une solution intéressante. Et ça sert aussi à capturer des données, le scrapping sur des pages web par exemple, ou capturer des données dans des applications qui sont plutôt anciennes et qui n'exposent pas leurs données, soit par export de fichiers, soit par API, enfin par exposition de données. Donc Benoît, je te passe la parole. Alors après, les avantages de la RPA, on va vous les lister. D'abord, l'avantage principal de la RPA, c'est de conserver la donnée dans sa qualité, dans son intégrité et dans son exhaustivité quand on la traite. Et ça peut être des opérations complexes, par exemple des batchs, par exemple des comptes de résultats de la banque assurance PSA Stellantis, c'est traité comme ça maintenant. Et ça permet de prendre du recul de prendre plus de temps par rapport à l'opération entre guillemets comptable et assurantielle pour analyser les chiffres et pas tout éviter le rush, quoi. Enfin, dans un maximum, enfin, dans ce qu'on peut faire au minimum. Après, la RPA, c'est une chose qu'on ne connaît pas, c'est une mise en place assez facile
dans un délai assez rapide si c'est bien conçu, et avec un coût informatique beaucoup plus faible que si on mettait de A à Z un nouveau système informatique. Ça, c'est très, très... Ça peut intéresser, ça peut être un... Comment dire? C'est quelque chose de très intéressant si on veut de la réactivité. Alors après, bon, derrière la RPA, c'est quelque chose qu'on peut mettre de façon agile, souple. Et on peut traiter des données selon les disponibilités des données. C'est-à-dire on peut mettre en veille un robot parce que les données ne sont pas, comment dire, disponibles. Et quand on sait que la donnée est disponible, on peut lancer le traitement avec une plateforme régulée pour traiter, pour faire cette opération. Donc ça permet, on va dire, de faire des traitements de données de 24 heures, de minuit à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout va dépendre de la disponibilité d'ouverture des systèmes informatiques et des batchs de nuit, notamment. Vous avez, comme je vous le disais, hein, les CTRL-C, CTRL-V, donc des tâches qui sont, mine de rien, moi je fais ça. Alors moi je suis malheureux parce que j'ai du Mac, et sur du Mac, il n'y a pas beaucoup de RPA qui fonctionnent. Donc télécharger des factures, c'est abominable, et quand on fait attention, ça prend un temps considérable de récupérer une facture, la mettre à un endroit, l'enregistrer dans un système comptable. Donc c'est une application très intéressante. Améliorer la relation client, on peut se poser la question quel rapport? Mais par exemple, quand vous êtes dans du support téléphonique, on a un cas d'ailleurs qu'on avait traité, c'était permettre de trouver le loueur le plus proche quand vous avez eu un problème de voiture à l'étranger et que vous faites de l'assistance. Eh bien, si vous avez un robot qui en tâche de fond vous cherche, vous fait un Google Maps et calcule un itinéraire et une distance kilométrique, vous pouvez rester au téléphone avec la personne plutôt que de dire s'il vous plaît patientez, mettre la musique d'attente, faire votre recherche Google Maps et puis renvoyer l'info. Et donc ça, c'est des exemples qui ont largement amélioré la satisfaction des clients parce que ça permettait au support vocal, enfin au support humain, de se concentrer sur la relation et de laisser des robots récupérer les données en tâche de fond pendant qu'on s'intéressait à l'interaction. Les enjeux RH, alors là, on est parfois un peu ambivalent. Alors oui, on libère du temps, hein, comme le disait Benoît, pendant que le robot collecte les données et les transfère d'un endroit à l'autre. C'est du temps qu'on gagne et du temps qu'on peut passer en plus à de l'analyse à plus forte valeur ajoutée. Vous avez quand même parfois des situations paradoxales que nous, on a vécues dans des cabinets d'expertise comptable, par exemple, où quand vous commencez à devenir familier avec les gens, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais moi, ma boîte à chaussures avec mes notes de frais, quand j'enregistre mes notes de frais, je sais que pendant tout l'après-midi, je débranche mon cerveau et j'ai une après-midi tranquille. Donc, votre robot, c'est sympa. Je comprends bien que faire de la révision, de la clôture, du cut-off, c'est plus noble. Mais quand même, moi, j'avais 2 après-midi par semaine sympathiques, en mode cool. Et avec les robots, je ne vais plus les avoir. Donc, vous avez parfois ce type d'ambivalence. Évidemment, personne de but en blanc va vous dire « j'aime faire un boulot chiant où mon cerveau est en pause ». Mais vous avez ça. Donc, parfois, on se retrouve avec de la résistance de ces faits-là. Et puis, comme on a des données qui sont plus fiables, mais non, on peut toujours intervertir quand on fait une saisie à la main, une ressaisie à la main, un 8 et un 7, là, le robot, lui, il ne peut pas se tromper. Donc, ça facilite le respect de la réglementation. Je te passe à... Là, on a collecté un peu les différents thèmes sur lesquels les robots peuvent vous aider. Donc, c'est dans le secteur de l'assurance, bien sûr. Tout d'abord, ça peut réduire le temps de traitement. Dans le cas des souscriptions, pour une souscription, la collecte des données est très chronophage. Elle doit se faire auprès de plusieurs différentes sources et sont des tâches très répétitives. Et en particulier en assurance vie, il y a des études qui ont montré que ça prenait 3-4 semaines pour collecter toutes les informations nécessaires, ce qui génère des abandons fréquents et donc une perte de clientèle. Et on a estimé que le RPA il peut réduire ce délai de 90% à peu près. Donc ça veut dire qu'on peut conserver le client potentiel. On peut aussi l'utiliser dans le cadre des réclamations.
La réclamation est de façon identique, ça demande une grosse collecte d'informations avec beaucoup de sources différentes, c'est chronophage, c'est toujours la même chose de toute façon. Et c'est géré, ça peut être géré par des systèmes de gestion qui sont assez rigides et donc assez peu évolutifs. Et donc rapidement, avec les systèmes historiques, on atteint des limites et on a toujours des délais, alors que le RPA permet de faire de l'extraction de données, de la vérification des demandes aussi de façon naturelle et intégrer ensuite ces données dans les réclamations. Un autre cas de figure, c'est l'automatisation. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Un autre cas de figure, c'est l'automatisation de la saisie des données. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai une fille qui est élève ingénieur et qui est alternante dans un cabinet de conseil. Les chiens ne font pas les chiens. Et là, elle vient d'être envoyée chez un client qui est une grande banque de la place. Et elle revient le soir, elle me dit maman, j'ai vu une fille, je travaille avec une fille, là, c'est une alternante. Toute la journée, depuis 1 an et demi, elle va sur Internet, elle sélectionne des données et elle les copie dans un Excel. Et cette fille lui a dit, quand ma fille s'est aussi à côté pour juste automatiser le data scrapping, donc la collecte automatique des données, elle a dit « Je suis tellement contente de voir quelqu'un ». Donc, ça, c'est un exemple que je tire de mon expérience personnelle. Je dis, ouais, effectivement, cette pauvre fille, s'il y avait un robot pour la remplacer, ça aurait été quand même bien mieux pour elle, pour l'apprentissage de son métier. Et en plus, dans cette saisie des données, il y a parfois quand même du personnel à former si c'est une saisie un peu complexe. Donc, qui dit personnel à former, c'est personnel à recruter, personnel à conserver, couvrir donc tous les accidents, enfin tout ce qu'un employé peut connaître, ses congés, pas les accidents, mais ses congés, les moments de repos, les maladies, etc. La saisie d'erreur la saisie manuelle qui peut être évidemment source d'erreur, avec toute la bonne volonté, l'être humain est quand même perfectible, hein. Et surtout c'est beaucoup plus long puisque le temps que vous faites même CTRL-C, CTRL-V en utilisant des raccourcis machine, vous ne pouvez pas battre le robot. Un autre point, ça peut être l'opérabilité et la compatibilité entre deux systèmes, en particulier entre les vieux systèmes et les nouveaux systèmes, parce qu'on peut dire, oui, plutôt que mettre en place des robots, on peut utiliser des API. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme API, donc ce sont des connecteurs entre systèmes informatiques. Hein. Et le problème, c'est que souvent, les systèmes historiques, les vieux systèmes, n'ont pas d'API proposée. Donc, soit vous devez la faire développer, donc c'est assez cher, et même parfois c'est impossible. Et parfois également, vous avez des formats qui sont plus maintenus, et donc c'est très compliqué techniquement d'assurer cette opérabilité avec des systèmes plus rigides, comme les API. Donc, les robots, ça permet de prendre en compte cette diversité. On peut aussi parler de la conformité réglementaire. Oula, j'ai perdu mon... Non, j'ai perdu mon pense-bête. Donc la conformité réglementaire, c'est beaucoup de processus longs et souvent complexes. Il faut donc avoir recours à du personnel en nombre pour effectuer ces opérations qui sont toujours manuelles et répétitives, bien sûr. Hein. On doit valider les renseignements existants, on doit produire des rapports, on doit envoyer des avis de traitement avant la fermeture des comptes, etc. Donc l'utilisation de robots, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus sûr et sécurisé. Et enfin, un autre point, ça peut être la gestion de la saisonnalité et des pics d'activité, donc toujours avec ce problème de personnel à gérer. Juste un exemple côté assurance et réglementation. Alors, je ne connais plus exactement toutes les règles au niveau de Solvabilité 2, mais vous devez faire des arrêtés comptables, de mémoire tous les trimestres. Alors, ça a peut-être changé depuis, j'ai un peu oublié. Mais là, le fait d'automatiser le processus va vous permettre de traiter les données plus facilement, permettre aux gens, aux actuaires, aux responsables des comptes Solvency II, de vérifier, de prendre le temps pour vérifier les données qui sont intégrées, et après le robot peut traiter ça la nuit par exemple, pour faire les comptes Solvency II. Et ce robot peut être démarré à une date définie par les métiers, les actuaires et les responsables sur la partie Solvency II, pour lancer le robot en fonction des demandes des opérationnels du métier. Ça, c'est une facilité et une agilité que permet la RPA.
Alors, on a l'impression que la RPA, c'est une sorte de baguette magique qui permettrait de tout faire, mais non. Et là, j'en ai l'exemple, on vient de faire avec Philippe, c'était pas dans le domaine de l'assurance et de l'actuariat, mais c'était le domaine de la logistique, mais on nous a demandé, donc notre client nous a demandé de faire des robots sur des tâches qui n'étaient pas faites pour ça. En particulier, j'ai un peu de mal à rester assise. En particulier, il ne faut pas espérer que le robot va découvrir lui-même ce qu'il y a à faire. Donc il faut déjà lui décrire le processus avant, et souvent le processus il n'est pas écrit. C'est-à-dire que les gens savent ce qu'ils ont à faire parce qu'on les a formés, ils ont acquis cette expérience, mais c'est pas formalisé. Et donc pour déjà développer le robot, il va falloir formaliser ce processus, et donc ça va être au métier de le faire. Donc c'est quelque chose qui est quand même un peu chronophage également, ça c'est sûr. D'autant que lors de la première discussion avec quelqu'un qui exécute une tâche, on a tous tendance à idéaliser les tâches, ou en tout cas à les modéliser, les conceptualiser de manière idéale, et on oublie tout un tas d'exceptions. Et ce qui fait qu'il est extrêmement rare qu'un robot soit correct à la première exécution, parce que dès qu'on l'exécute, ah oui, mais j'ai oublié de vous dire ça. Ah mais dans ce cas-là, il y a aussi ça. Donc voilà, on se retrouve, sauf dans des cas rares où les processus sont quasi sans exception, ou alors vous avez affaire à quelqu'un d'une rigueur et d'une exhaustivité quasi inhumaine, on a des robots qui nécessitent toujours 3 ou 4 itérations avant de couvrir correctement le processus réel. Et donc là, tu as directement traité l'avant-dernier point, le traitement des processus complexes. Effectivement, quand il y a beaucoup de décisions humaines, que les gens n'en ont pas forcément conscience, qu'ils prennent des micro-décisions en permanence. Si je reçois tel mail, je dois sauvegarder tel document à tel endroit ou à tel endroit. Et ils n'en ont pas forcément conscience, et c'est en les interrogeant qu'on se rend compte. Mais ils me disaient, mais c'est très simple, ça prend juste du temps. Mais non, c'est pas très simple. Vous avez vraiment votre valeur ajoutée dessus. Ça va être compliqué. On va pouvoir vous soulager sur une partie de la tâche, mais pas sur l'ensemble de la tâche. Donc ce que peut faire le robot également, c'est décider des règles. C'est pas lui qui va décider des règles, c'est un robot, il est bête. Il fait ce qu'on lui dit de faire, exactement ce qu'on lui dit de faire et rien d'autre, donc il ne va pas prendre des décisions à votre place. Donc ça, il va falloir le préparer à l'avance. Aussi les traitements aléatoires sur tout type de données, ça, c'est pas possible. Il va falloir que la donnée, elle soit quand même un minimum structurée, parce que comme on s'applique des règles, il va falloir quand même que ces règles, elles soient capable d'être suivi. Et enfin, ça c'est comme disait Philippe au début, sur l'environnement Mac, c'est un peu compliqué. Ouais. En fait, oui, quelque chose qui peut paraître étonnant, c'est qu'il n'y a aucun... alors oui, Mac a un système de robot dans l'operating system qui est Automator, qui est un truc qui a été développé il y a plus de 15 ans, qui n'est pas documenté, qui est assez puissant, mais qui est abominable à utiliser. Et sinon, tous les leaders du process automation ne gèrent que du Windows. Donc, si vous avez des operating systems Mac, vous ne pouvez pas automatiser vos tâches en environnement Mac. Autre élément sur les process complexes. Excuse-moi, juste pas que du Windows, aussi d'autres applicatifs, mais au niveau des ordinateurs, parce que en environnement Windows. Donc sur les processus complexes, le truc, l'écueil habituel, c'est les trucs mensuels. Et ça, c'est la fausse bonne idée sur le RPA. Là où le RPA n'est pas adapté, c'est quand il y a beaucoup trop d'exceptions. Donc là, le robot que vous allez développer, il va être très coûteux à développer, parce que justement, vous allez devoir coder toutes les exceptions. Vous allez toujours en oublier une, et puis plus un robot est compliqué, c'est comme tout système d'information, plus il est compliqué, plus il est fragile. Et par ailleurs, justement, cette fausse bonne idée des choses qui se font mensuellement, mine de rien, c'est que 12 fois par an, même si c'est quelque chose qui est très embêtant 12 fois par an, eh bien, il faut vraiment se poser la question, compte tenu de la volumétrie, de la pertinence de le faire. Alors, je ne parle même pas des choses qui se font qu'une fois par an. Tu parlais de clôture tout à l'heure. Alors, c'est sûr que si les process sont extrêmement lourds, avec beaucoup de possibilités de se tromper, etc., le robot peut redevenir pertinent. Mais imaginez faire des robots compliqués qui ne sont exécutés qu'une fois ou que 12 fois par an, c'est souvent une très mauvaise idée. Il vaut mieux faire des robots qui économisent 40 secondes 10 000 fois par jour, vu la quantité de personnes qui les font à la main. Là, vous avez des retours sur investissement considérables. Et ces cas-là, il y en a plus que ce qu'on croit. Il suffit de regarder où sont les Excel dans l'entreprise. Dès qu'il y a un tableur Excel, il y a potentiellement quelque chose à automatiser avec un robot. Un tableur Excel avec intégration de données dans
système IT, voilà. Parce que là, il y a l'intérêt principalement de la RPA, c'est on automatise les processus, on garantit la fidélité et l'intégrité des données, ça c'est très important. Et vous avez compris? C'est une question. Et après, c'est au métier de décider est-ce que c'est pertinent ou pas d'automatiser ces tâches, d'alléger, de gagner du temps pour avoir plus de recul sur d'autres tâches à plus grande valeur ajoutée. Ça doit être une discussion entre équipe RPA et métier. Et je voulais aussi ajouter une dernière chose, c'est qu'il y a une autre possibilité pour récupérer, par exemple, des données en masse. Ça peut être la mise en place d'une API, donc un connecteur entre deux systèmes d'information. Et le choix entre, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je fais le choix d'une API ou le choix d'un robot? C'est un peu, l'API, ça serait un peu comme si vous décidez de mettre une LGV, par exemple, entre Paris et Lille. Ça va permettre d'aller du centre au centre, ça va transporter des grandes masses de personnes, mais les gens n'habitent pas tous à côté de la gare TGV, ni à Paris, ni à Lille. Donc après, il va vous falloir des petites routes, des petits moyens de transport et tout. Et ça va être plutôt le RPA. Ça va être un peu de ce style-là. La LGV, c'est quelque chose de plus puissant, de plus pérenne, mais plus long et plus coûteux à mettre en place. Ça va être de l'API. Alors que le RPA, ça va être plus tout ce système de desserte plus local, plus flexible, plus modulaire et plus rapide à mettre en place, moins coûteux. Ça va être plutôt du RPA, API RPA. Est-ce que vous avez des questions à ce stade avant de passer à la présentation de cas de Karel? Oui? Quand on se dit c'est une petite tâche et donc on ne va pas faire appel à la DSI pour faire une interface là-dessus, parce que on sait que la DSI, il faut des specs, il faut du développement. Donc comme je vous disais, quand on met tout bout à bout, on est entre 10 et 20 000 euros pour une interface. Donc quand on n'est pas prêt à payer parce qu'on n'est pas sûr du ROI, bricoler un robot est une bonne manière de s'assurer qu'il y a un ROI, de se rendre compte que voilà, ça vaut plus le coup de le faire avec un robot qu'avec un être humain et qu'avec une interface. Et donc voilà, c'est le cas typique où ça vaut la peine de faire un robot. Et même, ça vaut aussi la peine de faire un robot et puis après de se dire, tiens, là, on a quelque chose et on peut l'industrialiser avec une interface industrialisée, une ligne LGV, pour reprendre l'image que donnait Mathilde. Mais en tout cas, c'est une bonne manière de tester la chose. Après, vous avez des cas où vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas d'exposition de données autre qu'une interface homme-machine. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de lire, comme le fait un robot à la place d'un humain. Il n'y a pas le choix de lire un client lourd et de capturer la donnée en faisant comme un humain ferait une lecture. Justement, ça nous amène aux exemples. Là, Benoît, je te repasse la parole. Alors, là, c'est un exemple tout simple, entre guillemets, tout simple. C'est une personne à la comptabilité qui était en Amérique du Sud, qui traitait plus de 150 factures par jour. Alors, c'est des factures de retour de véhicules qui sont loués en buyback aux très grands loueurs, Avifleet, Avis, Hertz, il y en a plein. Et tous les jours, elle doit traiter plus de 250 factures, prendre les factures, les intégrer dans SAP, avec un risque d'erreur important, parce que derrière nous, avec les factures, ce qu'on appelle de buyback, il y a des provisions buyback qu'on doit présenter au commissaire en compte, donc il faut que ces provisions soient justes. Et donc là, l'idée, c'est, au démarrage de ce robot, on avait dit, la demande du métier, c'est vous faites toutes les factures. Mais on s'est rendu compte d'abord qu'il y avait 8 grands loueurs, et selon la volumétrie, ce n'était pas les mêmes volumes. Il y en avait 4 qui sortaient entre guillemets du lot. Et chaque loueur avait une structuration de données différente. Donc là, l'objet du robot, c'était on facture le montant hors taxe, la TVA, le TTC, on vérifie que la hors taxe plus TVA égale le TTC, et on l'intègre dans SAP, dans des colonnes bien définies. La difficulté, un humain, il sait facilement voir où se trouve le
le montant hors taxe, il connaît la TVA. Parfois, quand ce n'est pas affiché la TVA, il connaît parce que c'est le pays un tel qui vient du pays X ou Y, donc il connaît le taux de TVA. Et en fait, l'idée du robot, c'est tout le process de démarrage du robot, c'est de voir quelles sont les factures qu'on peut traiter suivant la structure de données, permettant de soulager la personne qui traite ces factures. Et donc, au bout du compte, on a mis en place ce qu'on appelle de l'object cloning. En fait, c'est un robot qui lit les données, vérifie. Donc, on a développé un programme sous Java, tout simplement, avec le robot. Il lit les données, il capture la donnée du montant hors taxe, il capture la donnée TVA, il calcule le TTC, il vérifie le contrôle qui a été précisé par la comptable, et il les met dans des cases données dans le compte SAP dédié. Et suite aux différents tests qu'on a faits, on a décidé de traiter que 4 grands loueurs avec leur propre structure de fichiers. Donc en fait, on avait, entre guillemets, 4 mini-programmes, un pour ABFleet, un autre pour Hertz, un autre pour Avis, et le dernier, je m'en souviens plus de son nom. Et ça a permis de traiter 150 factures par jour. Avec ce qui est important, ce qu'on évoquait en termes de saisonnalité, entre septembre et octobre, il y a des pics de plus de 500 factures par jour, et idem en décembre, janvier, février. Et donc l'intérêt, ça a permis on était capable de montrer au commissaire aux comptes qu'il y a une grande partie de données de factures de buyback qui étaient traitées par le robot. On leur a montré qu'il y avait une très grande fiabilité, il n'y avait pas d'erreur humaine. Et depuis, c'est en place depuis 5 ans. Oui. Disons que si la facture change, on le voit parce que le robot alerte en disant je ne traite pas, je ne peux pas traiter, donc il ne traite pas. En fait, le robot teste, il voit s'il arrive à collecter toutes les données. Si toutes les données sont bien collectées avec les bons montants et que la TVA plus hors taxe égale TTC, il l'intègre dans SAP. Si ça ne marche pas, il ne fait pas, il marque erreur. Et en fait, le robot, à chaque traitement, il dit j'ai traité X données, il sort un fichier Excel qui dit combien de données factures j'ai traitées, quel nom, on peut récupérer le maximum d'informations. Et il dit non traité parce que j'ai pas bien vu tel. Donc au bout d'un certain temps, il va y avoir en fait, si on voit que normalement c'est des factures qui sont pas réglementaires mais qui sont, je dirais, contractuelles entre Stellantis et les fournisseurs. Donc s'ils changent les factures, on va le savoir, et donc on va leur demander pourquoi. Et alors, c'était des factures qui étaient des PDF vectoriels, c'est-à-dire que tu pouvais sélectionner avec une souris les lettres, ou c'était des photos? C'était des scans. C'était des scans. Donc, donc là, le robot est encore plus... Et là, pour le coup, quand vous avez des scans, le robot, il donne un taux de confiance de reconnaissance. Et vous pouvez dire, sous 75%, j'ai une vérification humaine. Au-dessus de 75%, c'est bon, il y a probabilité qu'il y ait, ou 95%, probabilité qu'il y ait une erreur de reconnaissance est faible, surtout si, comme le disait Benoît, vous faites la cross-check acheter plus TVA égale TTC. Et là, vous avez quasiment plus aucune chance de vous planter. Mais voilà, sur la plupart des éditeurs de logiciels de RPA, quand vous faites de la reconnaissance de documents photos, enfin des scans, donnent des taux de confiance de reconnaissance que vous pouvez en plus rajouter à ça. Et donc, typiquement, dans le cas que vous donnez, si jamais le format de la facture a changé, le taux de confiance, il chute radicalement. Sachant que là, ça peut être aussi tout simplement là où j'ai cherché la donnée, elle n'y était pas. Donc, dans le journal d'exécution du robot, vous avez cette facture échouée, etc. Et voilà. Et donc, on a des KPI, on a des KPI, combien de réussit à être intégré dans SAP. En fait, on avait fait différents KPI selon l'avancement du processus. Quel est le KPI de montant hors taxe, TTC lu, combien de tests OK et combien de tests bien intégrés dans SAP. Deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est un exemple en fait qui est tout bête. C'est la gestion des sinistres et des impayés au sein de Banque PSA Finance. Alors en fait, ça c'est l'exemple type qu'on avait mis en place. En fait, quand le métier nous demandait à mettre en place des robots RPA, on dit ok, très bien, vous nous décrivez les processus, vous
il fallait exactement dire sur quel système étaient intégrées les factures, quelles étaient les étapes importantes du processus, et on leur demandait toujours, est-ce que il y a des contrôles entre chaque processus ou pas, parce qu'un contrôle, entre guillemets, c'est un processus à intégrer, que le robot doit faire. S'il ne le dit pas, le robot ne saura pas le faire. Enfin, imaginez, vous êtes dans un pays en langue cyrillique, vous ne comprenez pas, si vous avez un robot qui lit directement, et si vous ne dites pas au robot « je lis le cyrillique », il ne pourra pas. Donc là, le métier avait dit, d'abord, l'objectif, c'est identifier quelles sont les affaires à traiter. Alors, une fois qu'on sait qu'il y a une affaire à traiter, il faut, pour cette affaire-là, récupérer l'adresse du tiers de l'affaire. Mais où, comment, ça, ils vont le dire, et on va l'intégrer dans le processus du robot. Après, on récupère le montant des soldes d'impayés du tiers. Ensuite, on envoie un mail au tiers. Ensuite, on inscrit aux notes, en fait, c'est un report qui permet de dire, on a bien appelé le client un tel, à telle date, parce qu'il avait un impayé. Et ensuite, ça fait le report d'activité. Ça, c'est la première étape à faire avec le métier. Il faut que le métier dise ce qu'on veut automatiser. Quel est le processus? Quelles sont les étapes? Et quels sont les systèmes IT utilisés? Excel, Outlook, les accès, l'ouverture de... Bon, ça, on pourra le préciser après, mais si le métier ne fait pas ça, l'équipe RPA ne saura pas mettre en place le robot, ne saura pas développer la partie informatique. Alors, un exemple là qui est justement dans le domaine de l'assurance, chez les courtiers. Donc on est dans de l'assurance emprunteur là. Et le courtier faisait 2 tâches. La première tâche, c'est trouver des emprunts les plus adaptés à la situation des personnes qui venaient chez les courtiers. Donc c'est dans l'application client lourd que vous avez du côté gauche de l'écran. Une application, donc WinDev, qui fleure bon les années 90 ou le début des années 2000. Mais qui était extrêmement adaptée, très fouillée, une application qui permettait de faire du cousu humain sur des emprunts avec des paliers, des machins, enfin des trucs fantastiques. Et après, vous devinez la suite. Après les dossiers d'emprunt, il fallait une assurance emprunteur. Et donc, les informations à saisir pour une assurance emprunteur, elles sont en énorme partie communes avec celles que vous avez besoin de saisir pour faire un dossier d'emprunteur. Et donc, c'était 15 minutes de ressaisie dans un autre système des données des personnes ou des ménages pour, une fois que les dossiers d'emprunt ou les différentes propositions d'emprunt étaient faites, il fallait faire des propositions d'assurance emprunteur. Donc, 2 systèmes différents. Et donc, le robot qu'il fallait développer, c'était quoi le principe? C'était que tout au long de la saisie dans le premier système, qui était le système des emprunts, donc le client lourd WinDev à gauche, le robot capturait certaines données qui devaient être utiles ensuite pour renseigner le système pour proposer des assurances emprunteurs. Et donc, il ne restait plus que quelques données spécifiques à l'assurance emprunteur à saisir à la main dans le deuxième système. Mais une fois que le courtier avait parcouru la partie emprunt financier, enfin dossier financier, le robot avait fini de compléter un fichier qu'il poussait au travers de... Là, pour le coup, il alimentait une API, c'est-à-dire que le deuxième système d'assurance, lui, pouvait être alimenté par une API, donc par une interface. Donc le robot, lui, complétait un fichier au format qui allait bien pour l'API, l'a poussé dans l'API, et ensuite, le courtier se connectait au deuxième système, et vous aviez 95% des données qui étaient pré-remplies. Donc là, on a un exemple intéressant qui est que en fait, le robot ne fait pas comme l'humain faisait avant. Parce que ce que l'humain faisait avant, c'est qu'il saisissait 100% de données dans le système financier et il ressaisissait 95% dans le système assurance. Là, en fait, la personne saisit 100% de données dans le système financier, 95% des infos sont mises dans un fichier, poussées par le robot automatiquement dans le deuxième système, et le courtier se connecte au deuxième système et il ne saisit plus que les 5% qui manquent. Là, il y avait 300 courtiers, le robot a été rentabilisé en 4 semaines, vu la quantité de temps que ça fait économiser. Donc là, c'est un bel exemple. Alors, pour le coup, c'est un contre-exemple par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, puisque
enfin là, on vous a fait que des copies d'écran. Il y avait une quinzaine d'écrans où il fallait capturer des données dans un système WinDev. Et les systèmes WinDev, les robots ont du mal à reconnaître les champs. Hein. C'est pas facile. Hein. Donc notamment, il y a des cas, il faut le savoir, quand vous avez comme ça des clients lourds, où le robot ne reconnaît pas à tous les coups les champs dans la fenêtre. Et donc, c'est là où le journal, justement, d'exécution du robot vous renseigne, ah bah tiens, j'ai loupé cette info. Et donc, deux choix dans ce cas-là, soit l'humain complète la donnée qui manque, soit on relance le robot et on peut espérer qu'au deuxième coup, il va capter la donnée qui manque. Mais là, on est dans un cas où le process était tellement massif, il y avait 300 courtiers qui tous les jours faisaient des dizaines et des dizaines de dossiers pour des personnes, qu'on a eu un ROI considérable, même si la capture de données était relativement compliquée, parce que un dossier d'emprunt, c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué. Dernier cas dont on voulait vous parler, c'est un cas dans une agence d'intérim où là, pareil, un système WinDev où les personnes dans l'agence d'intérim renseignent des données relativement à, d'un côté, les intérimaires et de l'autre côté, les entreprises utilisatrices des intérimaires. Et on avait un de nos clients qui, lui, offrait un coffre-fort numérique qui permettait de faire de la signature, de l'archivage, etc. Et donc, malheureusement, comme vous aviez un système WinDev qui n'avait aucune interface, les agences d'intérim devaient ressaisir des données dans le coffre-fort numérique. Et donc, le robot qui a été développé, là encore, a capturé des données dans le système WinDev, généré un fichier XML qui ensuite était intégré par le coffre-fort numérique où les entreprises utilisatrices pouvaient aller signer le document, les intérimaires signer les documents et retrouver l'intégralité des documents attestés, signés, horodatés dans le coffre-fort numérique. Donc voilà, ces quelques exemples. Est-ce que vous avez, relativement aux exemples, des questions ? Il y a des contraintes technologiques, j'ai compris que c'était fallait que ce soit sur Windows. Je sais pas, il y a des contraintes. En fait, là, vous voyez, vous avez les champs, là, vous avez des trucs en rouge autour. Et en fait, quand vous commencez à développer votre robot, c'est ce qu'on appelle la capture. Donc, vous devez vérifier que le robot voit ce qu'un humain voit. Et donc, le problème, c'est que parfois, le robot ne voit pas les cellules. Donc, s'il ne voit pas la cellule, il ne peut pas capturer la valeur qu'il y a dedans. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous mettez le robot et que vous entrez en étape de capture, vous lui dites, tiens, lis-moi l'écran. Et donc le robot, il vous met en surbrillance les champs qu'il a reconnus. Donc ensuite, vous cliquez dessus, puis vous pouvez capturer la valeur. Enfin, vous pouvez. Alors tous ces outils sont très no-code, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'apprendre en langage informatique pour développer des robots. Tout ça est très visuel, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur la cellule, vous avez une petite fenêtre qui apparaît qui vous dit « J'ai reconnu cette cellule, le créateur du logiciel l'a appelé nom de l'emprunteur ». Et vous pouvez choisir de capturer la valeur qui sera saisie dans cette cellule. Et donc, vous dites, oui, je la capture, je la mets dans cette variable, et après, je la mets dans ce fichier, ou je la garde en mémoire dans le système, et je la colle dans une autre fenêtre derrière, que j'ouvre entre-temps. Donc, il y a des fois, malheureusement, le logiciel ne met pas en surbrillance des cellules que vous voulez capturer. Pourquoi ? Parce que l'application, elle a été développée bizarrement et ça ne marche pas à tous les coups. Notamment, toutes les vieilles applications en client lourd, le RPA n'est pas 100% efficace. Et dans certains cas, il faut faire comme le cas des factures qu'a traité Benoît. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mode reconnaissance, j'ai vu la cellule et je capture ce qu'il y a dedans. On est en mode, à ces coordonnées sur l'écran, normalement, il y a la cellule. Et je fais de la lecture comme si c'était une image, en reconnaissance de caractère. Et là, du coup, vous avez un risque plus élevé de mauvaise reconnaissance. Il y a aussi une solution de contournement. Vous savez, parfois, vous vous mettez dans un champ, quand c'est comme ça, et avec le tab ou avec des flèches comme ça, vous pouvez aller d'un champ à l'autre. Oui. C'est prévu comme ça. Et vous pouvez simuler ce déplacement de votre souris, comme vous faites sur votre clavier. Le robot peut simuler ça, et donc on peut dire, je vais 4 fois à gauche, 4 fois à gauche, oui. Une fois en bas, et j'arrive au bon champ qui n'est pas vu par le robot, oui. Mais absolument. On y arrive, et là il capture la donnée à ce moment-là. Donc il y a des manœuvres de contournement, et c'est pour ça que parfois c'est du low-code et du no-code, mais parfois il faut des petites astuces de développement oui. À mettre en place. Par contre, c'est un peu moins robuste, c'est clair. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, je vous en prie.
Alors, vous voulez dire pour développer le robot ou l'utilisateur quand il utilise les robots? Alors, effectivement, il y a un truc très important, c'est que vous avez deux types de robots. Vous avez les robots que les éditeurs appellent les robots attended, c'est-à-dire les robots où c'est l'utilisateur qui les lance à la main. Il dit là, maintenant, tu vas me télécharger la facture ou tu vas m'exécuter cette opération. Donc ça s'exécute sur le poste de l'opérateur, enfin de la personne, et c'est lancé par la personne. Et vous avez des robots unattended qui sont lancés par un ordonnanceur sur un serveur et qui tournent toutes les nuits, tous les 23 du mois, etc., etc. Donc dans le premier cas, c'est les personnes qui disent bah, tiens là aujourd'hui je vais faire la saisie des factures. Ça veut dire que toutes les factures elles sont dans ce répertoire et quand je clique sur le robot, eh bien, il va prendre toutes les factures, récupérer la TVA, le hors-taxe, etc. et les mettre dans SAP. Et ça, c'est l'exemple que citait Benoît. Et des robots unattended, c'est eh bien, toutes les nuits à 1h du matin, parce qu'à 1h du matin, les données de tel et tel système, elles sont disponibles. Je me lance, j'ouvre tel et tel système. Enfin, ça, c'est le robot. Il n'y a plus d'humain autour. C'est le robot qui fait à la place de quelqu'un de manière automatisée et qui rend ensuite un journal et un compte-rendu qui permet de voir ce qui a marché ou éventuellement ce qui n'a pas bien marché. Et pour répondre peut-être à votre question d'utilisateur, pour chaque robot qu'on développait, on faisait un manuel utilisateur, entre guillemets un peu le guide pour les nuls, mais c'était très bien. L'objectif c'était que n'importe quel utilisateur du service concerné soit capable de le faire. Après il y avait un manuel entre guillemets maintenance du robot, où là ils expliquaient exactement. Donc il y avait, et d'ailleurs moi j'étais responsable de développement de RPA pour Stellantis, pour la partie banque et une partie industrielle, et mon rôle c'était de lancer le démarrage, la conception des robots, et m'assurer que les manuels opérateurs étaient compris par les utilisateurs, en place, idem pour le manuel de maintenance informatique, et moi c'est moi qui gérais la tour de contrôle des robots à Tintin. C'est un peu comme moi j'aime bien les images assez simples, je suis une fille simple, hein. C'est un peu comme votre lave-vaisselle. Votre lave-vaisselle, vous savez qu'il faut mettre une pastille dedans et vous savez qu'il y a plusieurs programmes, vous choisissez votre programme et vous lancez. Vous ne savez pas comment c'est programmé, vous ne savez pas forcément remonter et démonter complètement votre lave-vaisselle, mais vous savez l'utiliser et vous avez le résultat. Et à la fin, vous avez votre vaisselle propre. Le robot, c'est exactement comme ça. Vous avez des données quelque part et vous les retrouvez à l'autre endroit. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de savoir. Et souvent, l'utilisateur, vous pouvez voir sur votre écran le robot qui fonctionne, hein, ça, c'est possible. Mais si vous fermez votre écran, il va continuer à travailler pareil. Vous aviez une... Oui, monsieur, vous avez... Sur la question, je rebondis sur le développement. Oui. Oui. Alors le développement, les grands acteurs, vous avez trois qui des marques, les éditeurs de RPA. Vous avez des éditeurs de code qui sont soit dans des navigateurs, c'est-à-dire que vous lancez le système de développement des robots, c'est du SaaS, dans un navigateur. Donc vous lancez l'atelier et ensuite, quand vous êtes en mode enregistrement, ça va aller, vous allez ouvrir le logiciel dans lequel vous voulez aller capter des données, et c'est là que le truc reconnaît, fait les captures d'écran et vous ouvre des fenêtres où ils vous disent là vous pouvez capturer la donnée, là vous pouvez faire des opérations sur la donnée, vous pouvez stocker la donnée, vous pouvez aller ouvrir d'autres écrans et faire des opérations sur les écrans. Vous avez d'autres éditeurs qui ont des clients lourds d'édition. Et donc, c'est comme si c'était dans un navigateur, sauf que c'est une fenêtre à part entière. Et donc, ça vous permet en mode visuel d'aller faire ce que vous souhaitez faire. Et malheureusement, il y a une espèce de tromperie dans cette promesse du no-code qui est que n'importe qui peut devenir développeur. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que ne pas apprendre un langage informatique, c'est sûr que c'est quelque chose à faire en moins. Maintenant, ça veut dire qu'il faut quand même être capable de conceptualiser des processus, des données, et des gens qui ont du mal à conceptualiser ces choses-là ne peuvent pas développer des robots. C'est de l'algorithmique, hein, de toute façon. Voilà, l'algorithmique. C'est de l'algorithmique, tout simplement. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des algorithmes, vous avez des successions de boîtes, et donc il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Vous prenez un type de boîte, c'est je capture la donnée, vous la déposez dans votre espace de travail, vous dites ce qu'il doit capturer, et après vous l'enchaînez avec le suivant.
Donc c'est du low-code dans le sens où vous allez avoir des blocs tout près. Vous n'allez pas voir que c'est du code derrière. Ça va être encapsulé. Vous allez voir des formes. Des icônes. Oui. Des formes que vous allez positionner. Vous allez rentrer les paramètres dedans uniquement. Donc en ça, c'est du low-code. Vous n'allez pas apprendre le Java ou je ne sais quoi. Mais il faut quand même être assez... je pense que la population qu'il y a est quand même assez rigoureuse. Hein. Il faut être capable d'enchaîner les choses correctement. Voilà, c'est tout. Oui, oui. Pour le scan des factures de comptabilité là, des loueurs, en fait au départ, on a pris le logiciel, on prenait le robot avec on positionnait un petit robot qui prenait les coordonnées des montants. On a fait différents tests pour vérifier que ça marchait bien. Puis après, on a fait les tests de contrôle. C'est comment ça qu'on a fait là. Vous avez une autre question, monsieur? Oui. Non. Non, il ne faut pas connaître le langage de programmation. Par contre, si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une boucle, bah, vous faites des boucles infinies ou vous les emboîtez pas correctement. Et, enfin, voilà, vous avez, un minimum de capacité à conceptualiser les choses. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire de robot. Alors c'est du low-code surtout pour les choses simples. Alors c'est sûr que si vous commencez à mettre un peu de complexité, des si, des conditions, etc., peut-être falloir aller un peu plus dans le dur. Mais c'est quand même hyper accessible. Et ça amène sur une remarque que je crois que je vous ai déjà faite, c'est Robotic Process Automation, le terme est pas bien choisi. Process, c'est tout de suite compliqué, c'est un gros ensemble de tâches. Les robots sont très adaptés quand vous faites des petites tâches simples. Alors effectivement, on peut faire des robots plus compliqués, mais l'exemple de Benoît là, sur la reconnaissance des factures, ça c'est une tâche. On capte 3 montants, on fait une vérification avec une multiplication et une comparaison, et puis on fait des copies dans SAP. Donc ça, c'est vraiment... Là, vous savez que vous avez un ROI parce que, à part le problème de reconnaissance de la facture qui a été mal scannée, vous n'avez aucune chance de vous tromper, et vous n'avez pas 36 000 données à aller capter dans la facture. Donc il faut garder à l'esprit que plus la tâche est simple, plus vous avez une chance d'avoir un ROI massif. Enfin, plus la tâche est simple et plus la répétitivité de la tâche est élevée, plus vous avez une chance d'avoir un ROI sur ça. Après, comme on le disait aussi, parfois, il n'y a pas qu'une notion de ROI, il y a aussi une notion de compliance et de fiabilité, d'intégrité des données. Et on peut se dire que même si on n'a pas des gros volumes à faire, le fait que le robot fasse le job rend les données plus fiables que si c'était une personne. Un exemple tout bête qu'on a développé, c'est on passait d'un système réglementaire dans la voiture, on doit collecter des données, les transmettre ensuite à l'UTAC. Et on devait changer de système IT. Il y avait toute la base historique. On n'a pas fait ça à la main. On a développé un robot qui a récupéré toute la base et qui l'a transmis dans le nouveau système informatique. La migration de données, oui. C'est la migration de données, en fait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Faut garder. Alors, si vous avez des robots très simples de type facture comme ça, enfin, Une personne, on a gagné une personne. Vous étiez deux. Le build fabriqué. Ah, en fabriqué, on a pris 3 mois. 3 mois. Ouais. Les robots dont je vous parlais là, ceux-là, là, ouais, ça a pris 3 mois aussi. Ouais. Et par contre, le ROI était très rapide vu les volumes. En fait, ce qui est super important, c'est ça. Si le métier ne dit pas correctement le processus, il y aura des échanges, on va perdre un peu de temps, on ne saura pas exactement ce que fera le robot. On va commencer à développer le robot et le métier me dit « Ah mais zut, j'avais demandé ça, ben, tu ne me l'as pas dit. » Ça, c'est l'étape, enfin j'ai mis ça parce que je voulais accentuer mon message là-dessus. Si le métier ne dit pas exactement, ce qu'il veut faire, et il donne les exceptions, on ne pourra pas développer le robot. Soit on développera un robot trop compliqué, ou alors on passera à côté. L'idée, c'est de partager avec le métier pour dire, OK, on se met d'accord, là, cette tâche, elle est trop complexe, on va se centrer sur le mainstream et on va traiter ça principalement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui. Tout simplement
temps. Tout simplement, il suffit qu'une des sources de données varie, c'est-à-dire un bouton, il suffit que ça change de couleur. Vous, ça va pas vous, si ça passe de bleu clair à bleu foncé, vous, en tant qu'être humain, ça va pas vous perturber. Le robot, lui, ça peut lui poser des problèmes si on a fait la reconnaissance sur la couleur, par exemple. Oui. C'est des choses à éviter, hein, mais bon, ça arrive. Le retour d'expérience, c'est un robot, il y a une maintenance tous les 18 mois. Oui, à peu près. Un exemple tout bête, hein, dans l'automobile, on a fait du benchmark de nos concurrents, combien ils tarifient les voitures. Et bon, on peut faire la même chose dans l'assurance. Hein. Donc vous allez sur les sites web de Volkswagen, par exemple, vous tarifez la Sirocco, machin, telle option, tel machin. On a fait des robots, ils tournaient pendant 10 jours tous les premiers mois, tous les mois, et ça marchait. Après, si le navigateur... En fait, il faut aller sur le code source il faut aller en HTML. Le code source de la page, oui. Le code source de la page. Si vous avez directement sur le code source de la page en HTML, avec des objets cooling, ça marche. C'est stable. Si la page est développée proprement. Oui. Oui, c'est ça. Et nous, grosso modo, on a fait du benchmark de concurrents, mais sans difficulté, quoi. Voilà. Et par contre, vous voyez, Amazon, allez scraper Amazon, chaque magasin, entre le bricolage, la santé, le machin, les pages sont codées complètement différemment. Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Et donc là, pour le coup, il vaut mieux faire des screenshots et reconnaître les screenshots qu'aller chercher dans le code. Vous êtes l'ordre de grandeur, on a du mal, pour arriver à un robot industriel, on a du mal à descendre au-dessous de 20-30 000 euros. Et bien voilà, après ça dépend de... si vous avez du volume, là, comme je vous disais, 15 minutes économisées pour un paquet de dossiers par jour, pour 300 courtiers, vous avez des ROI qui sont, je vous dis, en moins d'un mois. Donc en moins d'un mois, le temps économisé a dépassé 30 000 euros. Donc après, vous avez, ça dépend ce que vous mettez dans la balance, hein, si c'est de la conformité ou si c'est de l'économie de temps humain ou de la réallocation de temps humain. Et ça dépend aussi évidemment le prix du temps humain que vous avez. De mémoire, l'exemple sur la comptabilité des factures, c'était en moins de 2 mois. Mais c'est vrai que le ROI ne doit pas être le seul critère, ça doit être aussi l'aspect réglementaire et respect de la réglementation. Quelques derniers mots sur l'évolution du métier. Donc c'est quand même quelque chose de récent, le RPA. Les grands acteurs le secteur est encore en train de se consolider. Donc vous avez eu pas mal le rachat, vous avez des acteurs qui ont plusieurs technos et vous comprenez pas bien pourquoi ils ont plusieurs technos. C'est parce qu'ils ont racheté leurs concurrents et ils sont en train, plus ou moins, avec de bonheur, d'intégrer les technologies de leur clientèle. Donc, la musique n'est pas terminée et on ne sait pas qui va être les 3 ou 4 leaders du marché. Donc, vous avez, alors là aussi, un truc fantastique, c'est que c'est basé sur une comparaison avec un humain qui bosse. C'est-à-dire qu'en gros, un robot, ça coûte au temps passé. Ça coûte en gros le tiers d'un SMICAR. Ce qui peut paraître ahurissant puisque c'est un robot, c'est du code, donc il n'y a pas de raison que ça coûte autant passer, mais c'est comme ça que c'est tarifé aujourd'hui par le marché. Donc un robot, ça coûte un tiers d'un SMICAR. Donc si vous l'occupez 24 heures sur 24, soir et week-end, c'est hyper rentable. Si vous avez une tâche qui tourne une fois par semaine, c'est très cher. Donc du coup, mais c'est aussi une mécanique des éditeurs, c'est pour pousser à la roue, pour qu'une fois que vous en avez fait un, vous fassiez une politique dans l'entreprise d'automatisation de tout un tas de process, et de se lancer dans une politique d'automatisation. À la décharge des éditeurs, c'est vrai que faire juste un robot qui allège une tâche, même grosse, même très répétitive, c'est dommage d'investir là-dedans et ne faire qu'un exemple. Maintenant, moi, personnellement, et mes clients aussi, trouvent que c'est fort de café de payer du code informatique au temps passé. Voilà, c'est-à-dire que globalement, vous achetez une licence, ça coûte tant de milliers d'euros par an, donc le tiers d'un SMICAR, encore une fois, et si vous le saturez ce robot de tâches, on vous en facture un deuxième. Voilà. Donc, ou si vous avez si à un moment de la journée, à un moment de l'année, vous avez trop d'exécutions concurrentes, on vous en facture un deuxième. Donc, ce qui peut vite mener à des choses assez bizarres au niveau des coûts. On peut négocier les coûts. Hein. Oui. Après, vous avez la facilité de prise en main de ces environnements de développement qui sont no-code,
mais qui ne sont pas toujours simples parce que vous avez toute une bibliothèque d'icônes. C'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est disponible pour faire les opérations que vous avez besoin de faire et quelle icône permet de faire votre opération. Donc c'est sûr que se loguer, mettre un mot de passe, capturer un champ, etc., ça c'est évident. Mais dès que vous voulez faire des opérations plus élaborées, c'est pas simple de trouver la commande, l'icône qui fait ce que vous voulez faire, et les aides en ligne sont très très inégales. Et puis il y a quand même du monde sur Mac, et il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui pour travailler sur Mac, alors même si ça concerne pas forcément tous les secteurs d'activité. Vous avez quand même des secteurs d'activité qui sont largement utilisateurs de Mac, et il n'y a pas d'environnement de robot industriel pour cet environnement-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Ah, vous voulez peut-être ça veut dire que quelqu'un, une entreprise qui veut mettre en place une robotisation, en fait, ne peut pas la construire en parallèle avec ses informaticiens, c'est des licences, des outils, des entreprises qui existent. Oui. Oui, pour ne pas les nommer, vous avez UiPath qui est un éditeur, vous avez Automation Anywhere et vous avez Blue Prism qui sont les 3 leaders du marché. Et donc, ce sont ces gens-là qui vous vendent ces environnements de développement de robots et ces environnements d'exécution quand vous exécutez des robots sur des serveurs en mode unattended, c'est-à-dire ordonnancé ou déclenché automatiquement. Vous avez ces 3 éditeurs, et dans une entreprise, si vous voulez coder des robots, ça revient à faire un système d'information en fait. Et avec des développeurs, avec du langage. Là, ce que vous promettent ces éditeurs, c'est on vous donne un studio de développement intuitif, avec des guillemets, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'apprendre un langage de développement, vous n'avez pas besoin d'apprendre à installer un serveur, déployer du code sur un serveur. Vous avez des robots comme des macros Excel finalement. Vous enregistrez votre boulot et puis vous avez des icônes qui s'enchaînent, qui vous disent je me suis logué, j'ai capturé cette donnée, j'ai mis la donnée dans cette partie de ma mémoire, et puis après je vais la piocher, je vais la remettre ailleurs. Donc voilà, vous avez ces 3 éditeurs qui vendent ces environnements-là, et ce que vous évoquez, c'est du développement informatique au niveau de la DSI. Par contre, avec ces éditeurs, quelqu'un qui est suffisamment structuré dans les métiers ou dans une assistance à maîtrise d'ouvrage peut faire des robots, n'a plus besoin de passer par une DSI. Ce que vous évoquez, on a toujours besoin de passer par des gens qui savent développer et qui savent construire un système d'information. il y aura toujours besoin de ça. Mais voilà, donc là avec les robots, vous pouvez, comme il y a des tas de gens qui ont développé des macros Excel, vous faites une macro Excel, non plus au niveau d'Excel, mais au niveau de l'intégralité de votre poste de travail avec toutes les applications qui sont là. Mais la valeur ajoutée des utilisateurs et peut-être de la partie IT de l'entreprise, c'est d'accompagner, par exemple, Automation Anywhere, Blue Prism ou UiPath, à mettre en place ça. Et avec ça, vous gagnerez en efficacité, en lancement des robots. Moi, je suis informaticien de formation. J'étais responsable de projet. Là, j'avais l'objectif de mettre en place des robots, des projets de robots. Et donc, j'ai mis en place toute une procédure de comment on démarre un robot, là, ce que je vous ai présenté dans l'exemple 2, comment on valide le fonctionnement du robot avec les utilisateurs, comment on valide les accès. Et après, moi, j'étais l'interface avec parce qu'on était avec Automation Anywhere pour les développements, etc. Oui, monsieur. Oui. Parler d'un mode de facturation temps passé par le robot, est-ce qu'il y a d'autres modes alternatifs, et notamment le coût de développement initial? Est-ce que parfois il est facturé one shot client si c'est très spécifique? Alors, oui, vous avez des cas où c'est l'éditeur qui prend à sa charge le développement parce que c'est tellement rentable de facturer au temps passé que c'est l'éditeur qui paye l'intégrateur. Comme ça lui permet de placer sa licence. Je pense que la concurrence va faire que les politiques de prix vont changer. Mais aujourd'hui, on est encore sur ce mode-là. C'est-à-dire, on peut compter en gros un robot égale un tiers de SMIC, ce qui est très rentable quand il bosse, quand il fait 150 factures par jour, ce qui n'est pas très rentable quand il fait une action par mois. Ça dépend de l'action. Là, chez Stellantis, on a mis un robot pour le développement marketing des offres commerciales dans tous les pays d'Europe.
Ça a été un peu compliqué à développer, mais ça a permis de libérer du temps à tous les responsables marketing de toutes les filiales pour optimiser leurs tarifs selon la gamme de véhicules, selon les options. Et au lieu de passer 10 jours, ils passent maintenant plus que 2 jours. Et ils ont plus de temps pour travailler sur autre chose, trouver des clients, répondre aux clients. Et puis un exemple tout bête, qui se fait au niveau de l'assurance, c'est la réclamation client. Au-delà du coût, c'est quelque chose qui est appréciable par le client. Et on a développé aussi dans l'automobile. Dans l'automobile, il y a des accès, il y a des services qui ne sont pas toujours bien connus. Et on envoie des robots pour dire, monsieur client Intel, est-ce que vous connaissez votre service? Et comme ça, on a capté plus de... on a amélioré la satisfaction client. Et les clients qui ne savaient pas qu'on pouvait activer je sais pas, des utilisations de navigation sur la voiture, ils ne le savaient pas, ils l'ont fait. D'autres questions? Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Qui est prêt à mettre des robots chez lui? Oui. Non mais